Merci tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui dans cette salle de l'Harmattan Sénégal que nous avons appelée salle Amady Ali Dieng pour le lancement de l'ouvrage de notre sœur. Merci Senghane. Donc, alors, sans plus tarder, c'est avec un réel plaisir que nous avons eu au niveau de l'Harmattan de sortir cet ouvrage de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, parce que tout simplement depuis notre installation en 2009, l'Harmattan Sénégal se bat pour la démocratisation de l'écriture et surtout du côté des jeunes, parce que vous allez dans d'autres pays, dans d'autres continents, vous voyez des jeunes, assez jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui sont jeunes, il y a des jeunes qui sont un peu plus vieux, qui écrivent. Et donc on se dit, si aujourd'hui au Sénégal on donne la possibilité aux jeunes aussi de s'exprimer, ils doivent pouvoir faire des miracles. Et je crois que nous l'avons vu au mois de juillet, quand la semaine sénégalaise du livre a été organisée, et que ce roman qui a été écrit par Ndeye Marie Aïda Ndiéguène a reçu le 3e prix de la première dame du Sénégal pour la promotion de la littérature féminine. Et donc, on se dit qu'il y a beaucoup de talents qui sont là aujourd'hui au Sénégal, des jeunes qui écrivent, qui sont en train de faire de magnifiques choses, mais tout simplement à cause de la difficulté ou des difficultés pour faire sortir les ouvrages, pour se faire éditer, beaucoup d'entre eux encore ont leurs manuscrits dans leur tiroir et souvent on ajoute qu'ils sont en train d'être feuilletés par des cafards. Au lieu d'être là au niveau d'une maison d'édition, de se faire accompagner, et c'est ce travail-là que l'Harmattan Sénégal compte faire avec tout le monde. Nous disons que chacun d'entre nous a quelque chose à dire ou à raconter. Si ce n'est pas un roman, si ce n'est pas de la poésie, ça peut également tout simplement être des mémoires, un témoignage que l'on fait sur l'histoire, de ce que l'on a vécu. Et d'ailleurs, c'est la somme de toutes ces publications sur l'histoire, les histoires singulières que nous avons eu à offrir au professeur Iba Der Thiam pour qu'il puisse les intégrer dans la réécriture de l'histoire du Sénégal. Je dis donc c'est important parce que la petite portion d'histoire que nous vivons peut également être une partie de la grande histoire qu'on va écrire, un témoignage personnel. Je vois ici dans la salle d'autres auteurs qui sont là, qui sont des jeunes, le Cénacle, les jeunes auteurs, que nous encourageons également, qui sont souvent avec nous, et d'autres qui ont des projets d'écriture qui vont certainement peut-être être publiés bientôt. Mais nous demandons aux gens également de faire cet effort-là. L'Harmattan vous accompagne. Il n'y a pas de crainte. Écrivez ce que vous avez à écrire, écrivez ce que vous voulez, après on verra. C'est ce qu'on se dit à l'Harmattan. Écrivez ce que vous voulez, après on verra. L'Harmattan Sénégal prend le temps de lire, de vous orienter, de faire un travail de coach, de vous accompagner jusqu'à ce que vous cuisinez puisse être de la bonne nourriture, que ce soit digeste. Et ce magnifique travail de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène est une parfaite illustration de ce travail-là qui a été fait. Je crois qu'il y a un accompagnement qui était là, qui l'a suivi, et alhamdoulilah, avec certainement aussi le professeur de lettres qui est là à côté, ce travail a été fait. Donc c'est en ces quelques mots que je voulais vous dire tout simplement que nous souhaitons la bienvenue dans cette salle Amady Ali Dieng pour le lancement de cet ouvrage-là. Le docteur Abdoulaye Diallo est actuellement en déplacement, sinon il est de tout cœur avec nous. Il est hors du pays et c'est pour la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à dérouler ce chronogramme en passant d'abord la parole à M. Papa Ahmed Fall qui va nous parler de l'auteur en tant que tel. Je vous remercie, Monsieur le Président de séance, de me donner la parole. C'est un plaisir immense et un grand honneur pour moi aujourd'hui, en fait, d'être là assis à cette table et d'avoir l'insigne honneur de présenter l'auteur, dont je suis l'oncle, je suis le frère à sa maman. Et je ne suis pas dans le domaine littéraire, je suis plutôt dans le domaine scientifique, je suis médecin. Et c'est avec un énorme plaisir et beaucoup de fierté que j'ai à présenter donc Ndeye Marie. Ndeye Marie, c'est une jeune fille de 20 ans, férue de sciences, mais également passionnée de lettres, qui est actuellement étudiante en mathématiques et en informatique, mais qui, dans son cursus scolaire, déjà lorsqu'elle était au lycée, a été présidente de son club de français, et elle a été représentante également de sa promotion, et elle a eu à ce titre-là à faire plusieurs discours, parce que les gens s'étaient rendus compte des prédispositions
dispositions qu'elle avait qui lui permettaient en fait d'écrire de très bons discours et puis d'être donc une de leurs parfaites représentantes. Pendant son parcours scolaire, elle a eu le mérite également d'être lauréate d'un prix de poésie, parce qu'à côté de l'écriture classique, de la littérature classique, elle a une particularité également, c'est qu'elle écrit des poèmes. Et donc, elle a été lauréate d'un concours de poésie organisé par l'écrivaine canadienne Nora Atala. Et c'est donc depuis cette date-là, depuis cette période-là, qu'elle a été piquée par ce virus-là, et donc qu'elle est dans l'écriture. C'est peut-être quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose aussi dont elle a hérité un peu d'abord peut-être de son grand-père instituteur qui nous a tous suivis, nous. Instituteur, il a démarré instituteur, il a fini professeur de droit, et c'est quelqu'un qui a été toujours extrêmement exigeant avec nous sur le plan de la syntaxe, sur le plan des tournures de français, et cela a déteint un peu sur sa maman, et ce n'est pas étonnant, sa maman qui est professeur de français, professeur de lettres, que nous admirons, nous, parce que nous-mêmes nous avons été, elle nous a encadrés lorsque nous faisions nos études, et ce n'est pas étonnant qu'elle aussi, elle hérite un peu de tout ce patrimoine. Elle hérite du patrimoine de sa maman, elle hérite du patrimoine également paternel, dans la mesure où son père, journaliste, qui manie également les lettres à la perfection. Nous l'avons tous suivi lors des présentations de journal télévisé, avec l'aisance avec laquelle il présentait ses différents journaux. Donc on ne peut que se rendre compte qu'elle a bénéficié d'un environnement qui était extrêmement propice à ce qu'elle a pu produire aujourd'hui. Elle a donc, bien qu'étant étudiante dans un domaine un peu différent de ce qui nous amène aujourd'hui ici, elle a pu être lauréate en mars 2016 du prix La Parole aux étudiantes organisé par le Cercle des économistes français. C'était un concours qui était ouvert à près de 500 étudiants, et elle a fait partie des 10 lauréats de ce concours. Et le thème de ce concours, c'était « Imaginer sa vie en Afrique demain ». Donc elle a eu à produire un texte son texte et puis le texte de 9 autres étudiants parmi 500 a pu être sélectionné, et donc ils ont été lauréats de ce concours. Elle a également été lauréate du Grand Prix de la Première Dame pour la promotion de la littérature féminine au mois de juin 2016, et elle a obtenu le 3e prix derrière de grands écrivains comme Adja Ndeye Boury Ndiaye, qui a été auteur de Collier de cheville. Donc la valeur n'attend pas le nombre des années, et on se rend compte que déjà à l'âge de 20 ans qu'elle ait pu avoir ce parcours-là, c'est un mérite énorme, et d'où notre fierté, d'où ma fierté vraiment, c'est ce que je lui disais. Maintenant je pourrais dire c'est ma nièce, et donc voilà, vraiment c'est une énorme fierté pour nous de voir que Ndeye Marie, qui est une jeune fille calme, qui est extrêmement déterminée, qui a de la suite dans les idées, et la preuve en fait pour arriver à réaliser ce qu'elle a réalisé, c'est vraiment qu'il faut vraiment avoir de la suite dans les idées. Elle a de la suite dans les idées, elle est déterminée, c'est une jeune fille pieuse, calme, et qui fait la totale fierté de ses parents. Et c'est une source de motivation pour les plus jeunes, mais même pour les plus âgés, parce que c'est extrêmement, en fait c'est une énorme chose qu'elle a pu réaliser, et nous en sommes tous très fiers. Ce sont ces quelques paroles que je voulais dire pour la présenter, et je reste dans le domaine extra-littéraire, disons, et je laisse cette partie purement technique à des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Je vous remercie. Merci M. Fall. Je crois que cette présentation nous permet de connaître, d'en savoir un tout peu plus sur l'auteur en tant que tel, c'est important. Avant d'en venir à la présentation de l'ouvrage, je comprends qu'en réalité, depuis longtemps, cette lionne est en train de rugir et qu'elle est retenue quelque part, mais le jour où elle va se libérer, le Sénégal entendra parler de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. Nous allons donc sans plus tarder passer la parole. Après le langage médical, on a entendu piqué par le virus, on a entendu d'héritage, peut-être des gènes bientôt qui vont entrer. Nous allons donc passer au langage aussi purement littéraire avec Mme Rokhaya Fall Ndiéguène. Vous avez la parole. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer de nouveau l'éclosion d'un nouveau talent. De nouveau, car ils font foison de nos jours les jeunes qui s'essayent à l'écriture,
et qui réussissent avec brio à jongler avec les mots. Un lion en cage est à la fois un roman d'analyse, un roman d'apprentissage et un roman de mœurs. Il privilégie l'observation et l'analyse psychologique des personnages. Personnages qui sont créés et insérés dans une réalité sociale où ils sont observés, critiqués et jugés. Dans son roman qui est une fiction, il y a néanmoins un souci, celui de décrire le beau et le laid en toute objectivité. Ainsi, Stendhal écrivait dans son œuvre Le Rouge et le Noir qu'un roman est un miroir qu'on promène sur une grande route. Némari Ndiéguène dénonce les injustices de son époque avec beaucoup de lucidité, ce qui semble assez surprenant vu son jeune âge. Ce réalisme dénonce l'étroitesse d'esprit, l'égoïsme, le cynisme, la cupidité, tares et défauts qui effacent toute valeur morale. Elle accorde beaucoup d'importance à la description des lieux, mais également à la description psychologique du personnage principal du nom d'Adama. La trame narrative est la suivante. L'auteur installe ses personnages dans une réalité sociale afin de les juger et de le critiquer. Un homme du nom d'Adama quitte son village natal, la tête farcie de rêves, d'espoir, d'une vie meilleure. Il a la conviction profonde que sa destinée le guidera vers la gloire et la fortune. Ce vœu profond ancré en lui n'entachera en rien sa foi en Dieu et les valeurs morales issues d'une éducation traditionnelle rigoureuse et spartiate. Il a été formé à l'école de la vie. Les rites initiatiques ont forgé son caractère et façonné son esprit. C'est donc un homme qui tente de s'élever socialement, a recours à plusieurs procédés et découvre une réalité surprenante. Il finit par déchanter. Ainsi perd-il toutes ses illusions en sombrant peu à peu dans la déchéance la plus absolue. Il émane du roman une sorte d'absurdité de la comédie humaine à l'instar des romans de Balzac, dans lesquels les personnages se meuvent dans des univers glauques où sévissent entourloupes et faux semblants. L'écriture par moments acerbe mêle tragédie et douceur par le choix de l'auteur d'émailler son roman de textes poétiques, une manière sans doute de redonner du souffle au récit, mais également de mettre à nu sa sensibilité. Un lion en cage est une métaphore, on pourrait dire une allégorie. La cage symbolisant une société castratrice, et le lion, c'est cet homme ambitieux, au regard fier, conquérant et plein de défis, qui se sent prêt à braver le monde. C'est donc une quête vers l'accomplissement d'un idéal. Cette volonté, cette hargne vont s'effriter au fil du temps et ne vont laisser qu'un goût amer de déception, de haine et de rancune. Le roman est constitué de plusieurs séquences fondées sur des événements qui se succèdent et s'enchaînent. Première séquence, dès le début, le personnage principal est présenté. Adama vit dans un bidonville. Il accepte son sort avec sérénité. Il est animé de sa foi. Dans la deuxième séquence, Adama partage son infortune avec Djibi. Ils exercent tous deux le métier de maçon et partagent les mêmes rêves. La troisième séquence tourne autour de l'accident de Djibi, de la détresse d'Adama et de la lutte obstinée de rétablir la justice. La quatrième séquence raconte le voyage d'Adama par la mer, voyage mouvementé sur une embarcation de fortune. La cinquième séquence est axée sur l'ailleurs, la rencontre avec le narcotrafiquant. Il se noue une sympathie entre les deux hommes. La sixième séquence raconte la gloire et la déchéance d'Adama, sa solitude et sa mort. Il est vrai qu'Adama a vécu dans un vrai cocon familial, couvé par sa mère, son père et son grand-père. Mais souvent, la vie au village demeure rude et contraignante. Comme bon nombre de jeunes, le rêve d'Adama est d'aller vers la ville pour s'enrichir et ainsi soulager les familles. Némari décrit avec beaucoup d'acuité l'univers des bidonvilles constitué de masures toutes branlantes. Et pourtant, dans cet univers d'infortune, plane la joie innocente des enfants et la profonde piété qui s'est abritée dans le cœur d'Adama. Il accepte son sort avec sérénité en compagnie de Djibi. Tous deux exercent donc le métier de main-d'œuvre dans un chantier dirigé de main de maître par un homme sans scrupules, condescendant et imbu de sa personne du nom de Zarin Abdallah. Il est donc posé le problème des clivages sociaux.
il y a là les riches affichant une morgue outrancière et les pauvres subissant exactions révoltantes et humiliantes. La vie d'Adama connaît des chamboulements lorsque son ami Djibi meurt tragiquement après avoir été enseveli dans les décombres de l'immeuble qu'il construisait. Lui-même, Adama, est gravement blessé. De son esprit embrumé, il le plonge souvent dans un état comateux et son corps donne l'impression de voyager à travers le temps. C'est une manière assez subtile de l'auteur de nous propulser à travers un autre univers, celui du village d'Adama. Le temps dans cette œuvre est élastique. Le soleil ou la lune, le jour ou la nuit sont les repères chronologiques. Il se remémore avec délice les veillées sous l'arbre à palabres où le moment le plus attendu sont les contes dits autour d'un feu ardent. Ces récits inculquent à l'enfant un sens aigu de la justice. Il châtie ceux qui le méritent et récompense ceux qui souffrent injustement. Dans le conte, c'est donc une lutte permanente entre le bien et le mal. C'est une éducation-initiation riche en valeurs fondamentales de partage, d'entraide, valeurs susceptibles de forger la personnalité et d'instaurer la cohésion sociale. À sa guérison, Adama n'a qu'une hâte, rendre justice à son ami défunt, aidé en cela par l'inspecteur Dop et Maître Alou, l'avocat, deux hommes d'une probité absolue. Ces deux hommes se battent aux côtés d'Adama uniquement pour défendre les plus faibles. Attitude noble à saluer, à l'heure où dans nos sociétés, ces deux corps de métier abritent de véritables ripoux assoiffés d'argent sale et de combines en tout genre. Zarin Abdallah fut condamné pour ses actes. Dans le monde de Ndeye Marie, les mauvais sont punis et les bons sont rétablis dans leurs droits. C'est donc un pied de nez. Dans certaines sociétés, la justice n'est toujours pas très équitable. Dans cette partie du récit, la description détaillée des lieux permet de situer le contexte où se déroule l'action. Tout est décrit avec minutie. La ville d'Adara, le quartier pauvre, les personnages, les attitudes, le langage, tout cela participe à la narration. Les événements vont tambour battant à un rythme effréné. Cette description manifeste les choix d'écriture de l'auteur et offre les plaisirs esthétiques du style. Elle ajoute une valeur poétique décrivant l'espace comme un tableau. Adara, la ville où sévit la misère, le chantier, l'hôpital, le tribunal. Malgré une personnalité assez truculente, l'auteur est aussi un poète mélancolique, rêveur. Elle intègre à sa vie ses poèmes, la poésie est pour elle l'expression de son moi, de ses passions, de son vague à l'âme. Le moi étant un moyen d'expression. En parlant de soi, on parle de tout le monde. Nous vivons tous plus ou moins les mêmes situations. Je cite un de ses poèmes. Au-delà, vous ne pouvez l'imaginer, un bonheur irréel, celui de ceux que vous enviez, soudaine brise dans un océan de tristesse en cette douce journée. Elle s'interroge sur cette dualité qui est en nous. Nous sommes ballottés comme par le sac et le ressac de nos émotions. Tantôt vers la joie, tantôt vers une tristesse infinie. Tous nous vivons une existence commune dont la finalité inéluctable est la mort. Nos vies vécues sont jalonnées de joie, d'espoir, mais également d'infinie tristesse. Dans son roman, la narratrice s'est effacée pour laisser à son personnage principal le soin de révéler ses pensées. On ne maîtrise pas le destin des hommes. Ce sont souvent des destins qui se croisent et s'entrecroisent. Pour Adama, l'immigration reste la seule solution à ses angoisses et cette volonté prête toujours tenace de faire fortune. Dans sa grande générosité, il a offert une large part de ses économies et de ses indemnités à la famille de son ami Djibi. Presque sans le sou, il embarque avec d'autres congénères sur un rafio de fortune pour un ailleurs plus prometteur. Et c'est parti pour un périple éprouvant et suicidaire pour rallier les côtes aldiennes. On retrouve dans la description faite de ce voyage titanesque les dures conditions endurées par nos jeunes qui ne rêvent que de partir vers d'autres cieux. Certains en sombrent dans la folie. Il y a des cas de suicide, des noyades, des gens qui meurent de faim et de soif, sans compter la hantise de lendemain incertain. Dans l'œuvre, un jeune homme en proie à des hallucinations se jette dans l'eau, ne pouvant s'empêcher de répondre à l'appel des sirènes. En Afrique, l'océan qui engloutit les hommes tel une bête féroce engloutit dans son ventre ceux qui tentent de la traverser. C'est l'idée même qui
qu'explique dans son œuvre Le ventre de l'Atlantique. C'est l'idée même qu'explique Fatou Diom dans son œuvre Le ventre de l'Atlantique. C'est donc un espace propice à la mort. En Afrique, dans l'inconscient collectif, il existe deux mondes, celui des vivants et celui des morts. Ainsi donc, l'océan se présente comme un espace extraordinaire où se meuvent des êtres surnaturels et où se produisent des événements extraordinaires. C'est donc dans cet univers fantasmagorique qu'Adama entame son long périple comme sur un chemin de croix. Avec ses compagnons, il arrive à bon port, certes, le cœur meurtri, hagard, ballotté par les gardes-côtes, parqués comme du bétail dans le but secret de les renvoyer dans leur pays d'origine. Et c'est grâce à une ruse qu'ils échappèrent, chacun empruntant sa propre voie. Un patron de la mafia locale du nom de Vicento le recueille, le prend en affection et lui apprend les ficelles du métier. Au début, réticent du fait d'une solide éducation traditionnelle, il se laisse tout à fait happer par les mirages de la ville. Commerce de la drogue à outrance, argent facile, pouvoir, puissance. Le personnage d'Adama tente une quête qui lui permettrait de retrouver une sérénité perdue, une sorte de mort qui le ferait renaître tel un phénix qui renaît de ses cendres. Curieusement, cette fille de souillure, de dépravation, de crimes où l'argent coule à flot, n'arrive pas à apaiser les tourments intérieurs d'Adama. Le thème de l'amour est abordé avec tact et pudeur. Il y a tout d'abord l'amour de Dieu qui rassure et apaise. Il y a l'amour qu'Adama porte à Vénus, amour entaché par la mort mystérieuse du mari de cette dernière. C'est donc une passion fragile qui peut se révéler destructrice, car Vicento veille au grain et ne badine pas avec les codes de conduite érigés par la mafia. Vénus disparaît donc de la vie d'Adama, le laissant seul. C'était peut-être le seul lien qui le retenait à son humanité. Vicento meurt brusquement, vaincu par un cancer qui s'effrayait un chemin dans son corps et dans son âme. Il est enterré dans la solitude la plus absolue. Ce que l'on ignore, c'est que le mal commis, la méchanceté envers autrui, reviennent à soi comme dans un effet boomerang, et souvent sous la forme d'une tumeur maligne, d'accidents atroces ou successifs ou d'événements tragiques. Adama hérite du pouvoir de Vicento et reprend le flambeau. L'enfer, c'est les autres. Adama pieux et imprégné de valeurs est devenu un être sans scrupules, dénué d'humanité et ignoble, et surtout est devenu criminel. La manière dont il exécute Léon est digne des films de western. Léon sourit et cracha devant Adama pour lui montrer qu'il n'avait pas peur. Adama visa, lui rendit son sourire et lui tira une balle en pleine tête. Le corps inerte tomba à ses pieds. Adama somme également Cristiano de tuer l'autre homme. La quête d'une nouvelle identité se fait souvent dans la douleur, car il implique un renoncement plus ou moins partiel d'un état d'origine et ne peut se réaliser que dans une sorte d'errance. Ainsi donc, l'espace joue un grand rôle car il permet une grande liberté de mouvement, tout d'abord, mais également de perception nouvelle. Tout comme Fatou Diom dans Le ventre de l'Atlantique, Adama se pose des questions d'ordre existentiel. Qui suis-je? D'où viennent qui deviennent de véritables obsessions. Comment en était-il arrivé là? Les réminiscences du passé remontent dans son esprit. Son père, son grand-père, modèle de droiture et d'honnêteté, sa femme, sa mère forte et aimante, son éducation initiatique après la circoncision, mais aussi ce changement subi en lui. Les questions fusent en son esprit, comme un staccato de mitraillette, le poussant à des prises de conscience. C'est pour lui l'idéal brisé de l'ailleurs. Certes, mais c'est surtout la prise de conscience d'une déchéance morale et physique. Il avait vendu son âme. La grande fortune ne parvint pas à apaiser ses remous intérieurs. Somme toute, le bonheur était peut-être ailleurs, peut-être derrière un repas partagé, un partage partagé, un malade assisté, une famille soutenue, sûrement pas l'argent. Posséder un cœur capable de grande générosité est une richesse que beaucoup ne possèdent pas. Adama en était conscient. Tout comme Vicento, il fut atteint d'un cancer. Et c'est dans une indifférence et une solitude totale qu'il vécut une vie triste, sans famille, sans enfants. Le milieu qu'il avait choisi était un milieu dangereux qui n'avait de place pour une vie de famille.
Les exécutions étaient soudaines et d'une violence inouïe. Ken Bougoul dans La folie et la mort et Fatou Diom dans Le ventre de l'Atlantique montrent que le mythe de l'ailleurs paradis n'est que chimère, c'est une utopie. Il y a chez les personnages une mystification de l'ailleurs paradis. Fatou Diom écrivait « Au paradis, on ne peine pas, on ne tombe pas malade, on ne se pose pas de questions, on se contente de vivre, on a les moyens de s'offrir tout ce que l'on désire, y compris le luxe du temps, et cela rend forcément disponible. Voilà comment Madické imaginait ma vie en France. » Tout n'est qu'illusion dans cet ailleurs, décrit Ken Bougoul. La désillusion est totale car elle conduit à la mort et à la folie. Adama se meurt et n'a plus qu'une envie, revenir chez lui et y mourir en paix. Il était passé de la parcimonie, de la frugalité et de la privation en Afrique à la prodigalité et au gaspillage à Aldine. Et tout cela ne fit pas de lui un homme heureux et accompli. Pour lui, il était primordial de fouler sa terre natale. C'était un véritable pèlerinage. Retrouver les lieux familiers, retourner aux sources. Il eut la sensation fugace que l'esprit de Djiby l'accompagnait, ce qui décupla sa tristesse. Il se laissa aller à de longs sanglots qui secouèrent son cœur meurtri comme un fétu de paille. Le poème qui suit se lit avec des trémolos dans la voix. C'est une prière pour demander une sorte d'absolution. Il fallait pour Adama dissoudre les affres de la culpabilité et calmer le chaos de son âme pour être en paix. Voilà le poème de Ndeye Marie. Esprit, m'entends-tu? Ta liberté me fascine au gré de mes peines. J'aperçois ton visage, celui d'un ange, me vois de là-haut. Dans tes yeux se lisait l'avenir, comme si jamais tu n'avais craint le futur. Soudain fut ton départ, grand fut ma peine, mais tu resteras le soleil de mon cœur meurtri. Seul dans sa chambre de l'hôtel, Adama mourut avec accroché entre ses mains un chapelet qu'il avait égrené toute la nuit. Un lion en cage est écrit dans un style simple, accessible à tous. C'est donc l'histoire d'un exil forcé vécu dans la douleur et dans la résignation. Les facettes cauchemardesques de l'ailleurs sont mises à nu à travers les pérégrinations d'un personnage perdu par ses ambitions. Pour Fatou Diom, l'ailleurs, c'est la France. Pour Ken Bougoul, c'est la ville, milieu où se mêlent tous les vices dans un méli-mélo indescriptible. Pour Ndeye Marie Ndiéguène, l'ailleurs est symbole de déchéance pour qui ne sait réfréner ses envies malsaines et sa cupidité. Dans ce monde absurde, on se berce de chimères. Le roman est fait de détours, de retours en arrière, d'arrêts brusques et de discussions intenses entre les personnages. Tout cela confère au récit une certaine vivacité. La multiplicité des voix favorise les dialogues. Les personnages se dévoilent, des bons, tout comme des méchants, qui ne peuvent servir d'exemple à suivre, des bons, tout comme des méchants, qui peuvent servir d'exemple à suivre ou ne pas suivre. Les œuvres reflètent souvent les sociétés et les auteurs sont les porte-parole des peuples muselés et résignés. On partage la souffrance et les tourments des personnages. Le récit des déboires d'Adama est surprenant. Nous sommes partagés entre effroi, révolte, mais également une grande compassion nous étreint le cœur, car cette histoire aurait pu être la nôtre. Cette œuvre est pleine de sentences. L'homme ne doit pas oublier que sa destinée est aux mains de Dieu Tout-Puissant, même s'il a sa part de responsabilité dans la fatalité qui pèse sur lui. Je vous remercie. Magnifique présentation, je crois que tous ensemble nous le reconnaissons et j'ai vu les gens tellement suspendus à vos lèvres, madame, parce que tout simplement, je comprends moi personnellement aujourd'hui encore une fois de plus pourquoi elle est aussi bien dans son domaine, parce qu'également sa mère est une femme dense. Et cette présentation montre exactement, après la magnifique présentation aussi de M. Fall, ça montre encore une fois que le milieu dans lequel, ou les personnes qui nous entourent, ont un impact extrêmement important dans la façon dont nous allons nous comporter. Je parle Rousseau, etc. Donc, avant de donner la parole à la lionne en cage, qui va certainement sortir de sa cage, remercier donc Madame Rokhaya Fall pour cette présentation
cette magnifique présentation qui nous a permis en quelques minutes de revenir de façon extrêmement importante, de façon assez poussée sur le contenu de l'ouvrage, sur les thématiques. Mais moi, ce qui m'a toujours plu dans ce roman-là, et je crois qu'elle est revenue un tout petit peu sur ça, déjà il y a la célébration de l'amitié, tout ça, mais c'est les fortes leçons de psychologie qui sont enseignées dans cet ouvrage-là, parce que je ne sais pas si c'est le Diola qui gâte les micros ou qu'est-ce qui se passe. Bon, cette fois-ci, si ça se gâte, je vais arrêter, quoi. Voilà. Donc, cette forte leçon de psychologie qu'on retrouve dans cet ouvrage-là, parce qu'il n'est pas facile. La plupart du temps, les gens ont tendance à raconter une histoire. Mais permettre au lecteur de se promener dans la conscience, dans la psychologie des personnages, ce n'est pas donné à n'importe quel auteur. Et ça démontre encore une fois de plus la culture de notre écrivain. Et ça, je crois que c'est à saluer. Je crois que si à votre âge, vous sortez déjà des choses comme ça, je me demande dans 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que vous allez faire? C'est au Goncourt certainement qu'on va se retrouver d'ici 5 ans ou 10 ans. Et je vous le souhaite vraiment. Je crois qu'elle a le talent, madame. Et on entendra parler de vous, je l'ai dit. Il faut impérativement, en tout cas, que cette lionne quitte sa cage. Ndeye Marie, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Bachir. Merci à tout le monde. On est à Dakar, le samedi 20 août 2016. C'est un jour marquant pour moi. Je n'aurais jamais imaginé être à 20 ans à cette place-là. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être là parmi vous. À aucun moment de ma courte vie d'enfant hyperactif, je n'aurais imaginé me tenir devant parents, amis et inconnus pour présenter un roman que j'aurais écrit de mes mains. À aucun moment de mon existence, je me suis dit, je dois devenir écrivaine. À vrai dire, il m'arrive de prendre mon livre entre mes mains et de me demander comment j'en suis arrivée là. Comment ai-je pu entreprendre cette folle aventure? Très chère assistance, je m'appelle Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. Mon père, Mamadou Ndiéguène, journaliste émérite, m'a toujours transmis cette envie de découverte. Papa nous racontait ses nombreux voyages et a cultivé mon goût de l'aventure. Papa qui débat avec nous des heures durant sur l'actualité et les réalités du monde. Papa qui nous a donné le goût d'entreprendre, qui nous raconte que déjà petit, il notait chaque fait d'actualité dans un carnet minutieusement entretenu. Comment voulez-vous alors que je ne sois pas passionnée, chevronnée, un point excessif dans l'envie d'entreprendre, mais surtout curieuse du monde qui m'entoure? Si je peux parler si librement, c'est que l'on m'a toujours accordé le droit à la parole, le droit de m'exprimer. C'est vrai que je parle beaucoup de papa, il faudrait que je parle de maman. Maman, un professeur de lettres, de français donc. Quand on ne sait pas encore lire chez nous, on gribouille déjà à l'intérieur des livres. Je me rappelle quand Aïssatou, ma petite sœur, à l'époque âgée de 2 ou 3 ans, écrivait dans les encyclopédies et me demandait de le lire sous peine de lire ou de regard noir. C'est pour vous dire que nous avons toujours vécu dans un environnement où les livres nous entouraient. Le livre, pour moi, c'est une drogue, une addiction. Et lorsque je subis un événement douloureux dans ma vie, le seul refuge que j'ai, c'est la lecture. On m'avait dit de parler de mes motivations. Mais comment parler de ces motivations sans évoquer ses parents? Des parents qui m'ont permis d'en arriver là, j'en suis certaine. Si j'écris, c'est grâce à la richesse incommensurable de mon environnement, grâce à une imagination acquise, non à coup d'expérience réelle, parce que je pense qu'à 20 ans, on n'a pas énormément d'expérience réelle. Mais si j'écris, c'est parce que mon imagination a été nourrie depuis le bas âge. Et je remercie mes parents. Avant de continuer, je voudrais remercier le professeur agrégé que j'ai à ma droite, le professeur Papa Ahmed Fall, qui est mon oncle, un oncle avenant qui a toujours eu à cœur de faire plaisir, un oncle qui représente un exemple pour moi, parce que, comme il a si bien souligné, je suis dans la littérature, mais je suis également dans la science, et quel plus bel exemple qu'un professeur agrégé en médecine.
Je vais aussi évoquer mon grand-père qui n'est pas là, qui n'a pas pu se déplacer, qui est un véritable exemple. Comme je l'ai souligné, je n'ai pas d'expérience réelle, mais ce que l'on me raconte, ce que je lis, constitue pour moi une énorme expérience. Et lorsque je m'assois avec lui, lorsqu'il me raconte son expérience, lorsqu'il me raconte le déroulement de sa vie, c'est une réelle source d'inspiration pour moi. Et je tenais à le remercier. Au-delà, je voulais remercier la troupe des 5 doigts de la main, c'est-à-dire mes frères et sœurs, mes 3 sœurs et mon frère, qui ont toujours été là pour moi, qui sont aussi d'impressionnants écrivains, mais qui se sont orientés dans d'autres domaines. Il y a Fanta qui rigole, mais voilà. Elle aussi est en médecine, mais disons qu'elle aussi, elle écrivait. Quand j'étais beaucoup plus petite, je la voyais souvent écrire. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, la médecine doit réfréner les ardeurs d'écrivain. Donc, je voudrais remercier aussi une personne en particulier, c'est Mohamed, qui m'a obligée à déposer mon manuscrit. Je vous raconte l'histoire, c'était un 21 septembre, je quittais chez moi pour réviser l'algèbre. Je n'avais aucune ambition de déposer mon roman. J'écris pour moi depuis des années. Je n'ai jamais eu l'idée de déposer mon roman. Mais il m'a demandé, mais pourquoi tu ne déposes pas tes manuscrits? Je lui ai dit que les manuscrits, je les garde pour moi, parce que mon écriture est très personnelle. Et dévoiler un écrit pour moi, c'est comme si je dévoilais une partie de moi. Et dévoiler à des milliers de personnes une partie de soi-même, c'est très difficile. J'ai déposé ce roman. Je suis partie sans donner mes coordonnées. J'ai attendu 3 mois. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tu vois, ils n'ont pas compris mon histoire, alors que c'était moi qui m'étais enfuie j'ai pris les jambes à mon cou parce que c'était tellement impressionnant pour moi de venir déposer un écrivain. Jamais dans ma vie je m'étais dit, à 20 ans, je vais déposer un écrit, je vais être publié. Aujourd'hui, je serai à ma cérémonie de dédicace. C'est vrai qu'il faut avoir des ambitions, mais cette ambition-là, je ne l'avais pas. Cette très grande ambition-là, je ne l'avais pas. Et je vais continuer en vous parlant de mes inspirations extérieures. En classe de CM2, il y a Léopold Sédar Senghor que je lisais énormément. C'est vrai qu'un élève de CM2 qui lit de la poésie de Senghor, ça a l'air très bizarre, mais pour moi, c'était vraiment un moyen pour moi de m'évader en dehors des livres d'enfants. Il y a d'autres auteurs comme Marina Vladi, qui est une auteure russe qui a écrit Le voyage de Sergei Ivanovitch, qui est un livre que j'adore, que personne n'a sûrement lu. Pour vous dire que voilà, c'est paradoxal. L'écriture, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer dans le sens où les livres sont tellement multiples, les expériences sont tellement multiples qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, comment tu as trouvé le livre de Marina Vladi? Il va te dire, mais j'ai jamais lu ce livre-là. Mais ce qui regroupe certainement tous les écrivains, c'est les thèmes abordés. Et ce qui regroupe certainement tous les écrivains, c'est leur désir de montrer ce qu'est l'homme au fond. Ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu montrer à travers cette œuvre, Un lion en cage, que je n'ai pas écrit par un assemblage de différents textes. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres écrivains. Moi, j'écris le plus souvent sous l'impulsion d'une émotion forte. Donc ce livre-là, disons que ça a été 2 jours d'écriture non-stop, où je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire pendant 2 jours. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu cette expérience, certainement pas. C'est pourquoi il m'est très difficile de dire aux gens ce qui m'a motivée, pourquoi j'en suis arrivée là. J'arrive à des moments dans ma vie où je me dis que l'écriture, ce n'est certainement pas seulement l'expérience, c'est certainement autre chose qu'on ne peut pas cerner. Et je ne suis pas encore arrivée à le cerner. J'essaierai. Donc, je vais terminer par dire que dans mon livre, ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a juste des expériences, il y a juste des faits qui déterminent notre existence. Adama était un jeune homme qui était ancré dans des valeurs traditionnelles, qui a vécu avec son père
son grand-père, qui a vécu avec sa mère, qui a eu toute l'éducation traditionnelle qu'il fallait dans une Afrique riche, dans une Afrique multiculturelle, et qui a nourri un rêve, le rêve de succès, le rêve de fortune. Et ce rêve l'a mené vers une déchéance, vers un déclin. Ce que je voulais souligner par là, c'est que on nous vend des rêves. On nous dit qu'on peut arriver à nos objectifs. On nous dit qu'il nous suffit juste d'une ambition, qu'il nous suffit juste d'un but. Mais ce qu'il faudrait souligner, c'est que, est-ce que pour atteindre ce but, nous sommes obligés de vendre notre âme? Est-ce que pour atteindre ce but, nous sommes obligés d'aller au-delà de ce qu'on nous a inculqué? Ce que je voulais montrer par là, c'est que l'existence n'est pas forcément une existence positive. C'est aussi une existence faite de mots, faite de problèmes, faite de coups bas, faite de déchéances en quelque sorte. Et mon personnage, ce n'est ni le bon ni le mauvais, c'est juste un être humain. Et je pense qu'un être humain, c'est les différentes facettes, c'est la diversité d'être soi. Donc, aucun jugement à porter sur cela. Je ne voudrais pas que demain une analyse soit faite et qu'on dise que mon personnage est quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de bon. Je veux qu'on se dise juste que mon personnage est un être humain, comme tout le monde. Et je voudrais aussi terminer par remercier l'Harmattan Sénégal, parce que quand je suis venue ici, à vrai dire, j'avais très peur du monde de l'édition. Je ne savais pas comment ça se passait. J'ai toujours écrit, mais dans l'environnement scolaire. Et quand je suis venue ici, c'était vraiment comme une famille. On m'a accueilli, je parlais à tout le monde. D'ailleurs, on les appelle tous par le prénom. Il y a Bachir, il y a Elhadj, il y a M. Diallo qui n'est pas là. J'aurais aimé qu'il soit là, qui est un monsieur très sympathique. Et il y a toute l'équipe, Saigan, qui est là, qui nous entoure et qui nous accompagne. J'aimerais remercier aussi tous mes camarades qui sont là, de Sacré-Cœur, les autres que j'ai rencontrés à travers l'université et qui sont là, qui sont toujours là, qui me soutiennent. Et je sais pertinemment que vous avez toujours considéré comme un être un peu spécial. Eh bien, j'assume mon côté un peu décalé de la réalité. Et je vous dis une chose, c'est que il faut du tout pour faire un monde. Et pour moi, ma spécificité fait ma richesse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement époustouflant parce que finalement, je ne vais pas lire le texte que vous avez écrit, mais je crois que ce qu'elle a dit est extrêmement dense et elle a montré beaucoup de choses. C'est important. Je crois qu'on va passer directement la parole au public sans plus tarder. Bonjour. Je vais saluer toute l'assistance, saluer le professeur Fall. J'apprécie toujours et je respecte les médecins. C'est de grands intellectuels. Je dis au Sénégal, c'est les médecins qui devraient être les mieux payés. J'ai une fille qui est médecin et je l'ai vue passer des journées et des nuits entières pendant une dizaine d'années sur ses livres. Et à chaque fois que je vois un médecin, je me dis voilà quelqu'un qui devrait être vraiment payé à sa juste valeur. Je voudrais donc, pour revenir sur ce sujet-là, féliciter l'auteur, Marie, lui dire vraiment que je suis très fière d'elle. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. Depuis 2 ans qu'elle et mon fils se connaissent à l'université, je fais que c'est une fille qui est un peu au-dessus de ce que sont les filles de son âge. Elle a dit qu'elle assume son côté un peu bizarre, c'est ce qu'elle a voulu dire, je crois, quel mot elle a utilisé. Mais moi, je ne trouve pas bizarre. Je suis peut-être moi aussi un peu bizarre dans mon genre. Je l'ai été, je sais, quand j'étais élève, étudiante et même dans ma vie de femme, les dames m'ont toujours trouvé bizarre. Tous mes amis c'était des messieurs. Je ne compte que 3 dames qui sont mes amis d'enfance et avec lesquelles j'ai grandi, parce que je comprends difficilement les femmes. Elles me comprennent aussi difficilement, évidemment, d'un côté comme de l'autre. Il est rare de voir une fille de cet âge se préoccuper des réalités de la vie, réfléchir à des choses
qui sont l'actualité de nos sociétés et sortir quelque chose d'aussi bien pensé, qui va jusqu'à l'analyse psychologique pratiquement des personnages. En général, à cet âge, on s'occupe de bien se mettre, de voir où est-ce que les groupes musicaux font leur anniversaire, ainsi de suite. Donc moi, je tiens à féliciter Marie, à l'encourager, à lui demander de poursuivre. Pour l'instant, elle a fait une analyse dans un secteur de difficultés que nous connaissons dans nos pays, de mal-développement. C'est une forme de mal-développement qui fait qu'il y a des gens riches, d'autres qui sont extrêmement pauvres et qui n'ont peut-être aucune chance de devenir riches en étant honnêtes, ou en tout cas en restant ce qu'ils sont. Adam l'a payé, il a voulu devenir riche coûte que coûte, il a fallu qu'il soit autre chose que ce qu'il était. Et comme on n'a jamais de chance à prospérer sur un autre terrain que sur celui qu'on a soi-même, qui vous appartient, on finit toujours par se perdre et par revenir sur ses pas. Et si on ne revient pas, on finit par disparaître. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à Adam. Cette analyse-là étant faite, il serait peut-être bon maintenant qu'elle ou des jeunes de son âge poursuivent pour donner des solutions, parce que ça c'est un problème qui a été soulevé. Il y a des solutions à proposer. Il y a nos gouvernements qui doivent aussi s'investir, parce que des jeunes qui restent dans les villages, qui n'ont pas la chance d'être scolarisés, parce que l'école est loin, dans ce cas c'était cela. C'est ce qui a pendant des années bloqué l'éducation des filles dans ce pays. Ça commence à bouger, ce n'est pas encore un pari gagné. Nous savons, parce que je suis une enseignante à la retraite, j'ai été à certains niveaux de responsabilité au niveau de l'éducation nationale. J'ai eu à gérer la région de Fatick, à la région de Thiès, et partout, les problèmes que nous vivions, c'était l'éducation des filles. Or, les filles, c'est quand même la base de la société. Ce sont les futures mères de famille, ce sont elles qui doivent éduquer les enfants, et si les filles ne sont pas éduquées, c'est un problème qu'on risque de traîner encore longtemps sans régler, donc sans en sortir. Donc il faudrait qu'on puisse vraiment faire en sorte que l'éducation soit démocratique, qu'on fasse en sorte que les enseignants, et c'est pas ma sœur Rokhaya qui me dira non, soient payés correctement et vraiment puissent vivre décemment de leur art, parce que quand on travaille, on doit aspirer à vivre de ce que l'on fait. La première injustice à lever, à mon avis, c'est éviter que des gens fassent un bac plus 7, un bac plus 10, qu'ils soient coiffés au couteau par des gens qui font un bac plus 3, un bac plus 2, qu'il y ait ces formes d'injustice-là qui finissent par créer une sorte de cacophonie au niveau de la société, des grèves à n'en plus finir, parce que certains pensent simplement qu'ils subissent une injustice. Et pour terminer, je voudrais donc féliciter aussi les parents de Marie, et c'est un appel à tous les parents. En général, quand l'encadrement au niveau de la famille est bien mené, on peut tirer beaucoup de choses sur le plan éducation pour l'avenir des enfants. Et beaucoup de jeunes ont connu des difficultés, ont fini par écourter leurs études, c'est parce que simplement l'encadrement n'était pas bien assuré. Et quand on peut se permettre à écrire à 20 ans, c'est parce qu'on a eu une certaine culture durant des années. Donc merci à papa, elle l'a dit elle-même. Merci aussi à maman qui a fait son travail correctement. Je voudrais donc appeler aussi les jeunes qui sont là, dont certains sont déjà des auteurs en herbe,
d'autres ont envie ou ont quelque chose dans la tête, qu'ils aient le courage de sortir ça. Il faut toujours se lancer. Et comme le dit M. Poli, faites votre cuisine, eux ils verront. Et maintenant qu'ils puissent continuer aussi longtemps à accompagner les jeunes pour leur permettre vraiment de donner ce qu'ils ont de meilleur en eux-mêmes. C'est par la création, la libération au niveau des jeunes. Ce sont les jeunes qui peuvent parler à leurs camarades, qui savent trouver les mots qu'il faut, qui vivent les mêmes difficultés, qui les appréhendent de la même façon. C'est ceux-là qui peuvent faire un bon diagnostic de la société pour amener maintenant les dirigeants à agir pour régler les problèmes. Donc, Marie, une fois encore, félicitations, bon courage et bon vent. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Ndeye-Marie Diéguène. Je parle au nom du Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal. Je suis le secrétaire général. Il y a aussi Fatou Diop, écrivain, auteur de Kuching, un excellent ouvrage. Il y a aussi Ajo derrière, qui a écrit un recueil poétique, Première pluie. Et je félicite Ndeye-Marie pour son ouvrage, et qui est aussi néophyte membre du Cénacle. Et que le Cénacle vous accueille les bras ouverts et vous dit que vous avez votre place dans cette structure et que nous sommes là et nous sommes prêts à vous accompagner durant toute votre carrière. Ce que je dirais, je pense que je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais le résumé que j'ai entendu tout à l'heure et le condensé que j'ai eu écho de l'ouvrage, je vois que Ndeye-Marie, c'est au-delà de l'écriture, un style iconoclaste qui a été tenté par d'autres femmes. Je pense à Fama Diagne-Sen, qui a eu le prix du président de la République pour les lettres, le Grand Prix. Il y a aussi Sokhna Benga avec la balade du Sabador. Et quand on voit le style de ces ouvrages-là, et on sent que Ndeye-Marie est à la lignée de ces ouvrages. Et que ce qui est important dans l'imaginaire, ce n'est pas seulement de raconter une histoire. Et en écoutant ces discours, ces beaux discours qu'on a eu tout à l'heure, on sent nettement qu'elle est en phase de cette tendance-là. Et nous souhaitons vraiment que sa plume puisse porter le combat. Et ce n'est pas un combat seulement pour une jeunesse qui veut retrouver ses repères, mais c'est aussi un combat pour tout un continent, à savoir le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en perdition, on ne sait plus à quel sens se vouer, et aujourd'hui, on a besoin de cette jeunesse-là qui innove, qui crée, et de cette jeunesse qui emploie des canaux d'imagination qui pourrait vraiment amener l'Afrique vers d'autres cieux plus prometteurs. En tout cas, au nom du Cénacle, je vous félicite encore une fois et que nous espérons que d'ici quelques années, votre plume sera entendue partout où besoin il sera et que vraiment vous ferez la fierté de ce pays. Merci beaucoup. Celle qui s'est auto-donné la parole. Bon, je salue tout le monde, je remercie tout le monde d'être venu. Je pense que je suis un peu obligée de représenter la famille, vu que personne ne s'est désigné. Bon, je suis comme mon oncle ici présent, je suis étudiante en médecine, donc je ne vais pas vous faire une analyse de l'œuvre parce que je pense que je ne suis pas très douée pour ça. Mais je voudrais juste dire un mot pour juste dire à ma sœur toute ma fierté et vraiment l'encourager et lui dire qu'on est extrêmement fiers d'elle. Moi, personnellement, je pense qu'on est assez proches. Je la vois souvent dans ces états de bonheur comme les états les moins bien. Et je pense que c'est une très bonne chose ce qui lui arrive maintenant. Cette cérémonie est vraiment l'aboutissement de quelque chose de vraiment personnel, de vraiment un long voyage. Un long voyage, c'est une bonne. Elle a toujours été passionnée de lettres, elle a toujours écrit, elle a toujours marché dans mes pas. Mais non, juste pour dire que vraiment je suis très fière d'elle
et je l'encourage vraiment à écrire encore plus. Je lui souhaite de gagner de grands prix, d'être une grande écrivaine et je prie pour elle tout simplement. Et je remercie également mes parents, sans qui tout ça ne serait pas possible. Ma mère, qui est professeure de lettres émérite, mon père, brillant journaliste, et vraiment je les félicite également d'avoir une fille pareille, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais dire, juste laisser un mot pour dire que la famille est derrière toi, Ney-Marie, nous sommes très fiers de toi et nous t'encourageons. Félicitations. Bonsoir tout le monde. Je crois que le secrétaire général du Cénacle des jeunes auteurs du Sénégal a déjà tout dit, mais en tant que trésorière, je me présente à nouveau, je m'appelle Fatou. Et je tiens toutefois à féliciter une fois de plus Ney-Marie pour dire que nous sommes très fiers d'elle. Et en même temps aussi, je tenais aussi à faire un petit témoignage. Lorsque je l'ai vue pour la première fois, elle est venue, elle m'a trouvée, j'étais avec la présidente. À la première vue, j'ai vu que c'est une fille sympathique, elle est aussi polie et tout. Donc, de ce fait, je l'encourage aussi. Et à l'égard de son roman, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai eu quand même à jeter un coup d'œil sur le résumé. Et je vois qu'elle a déjà la plume en main, excusez-moi. Elle tient déjà la plume en main. Et donc, pour ce fait, j'espère que je l'encourage et j'espère que d'ici plusieurs années encore, elle aura l'opportunité, l'occasion d'écrire encore des centaines d'autres livres. Allez, merci. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Betty Ken, je suis ici et je représente un peu le programme des e-ambassadeurs. En fait, le programme e-ambassadeur a été dédié à l'éducation, a été mis en place par la structure Amin IT. La structure Amin IT est une entreprise de services de numérique spécialisée dans la dématérialisation des processus. Et lors même du lancement de la plateforme, Ney-Marie Aïda Djegen nous a fait honneur de se présenter pour nous soutenir en tant que jeune rédactrice. Donc, nous avons lu un peu l'œuvre et Yahya Ibrahim Ndiaye s'est proposé à rédiger des impressions sur l'œuvre que nous allons avoir le plaisir de vous lire. Impression sur Lion en cage. Tout livre lu ne peut être aimé par le liseur ou lecteur, mais cet ouvrage de Marie Aïda est l'un des rares livres d'auteurs sénégalais que j'ai entièrement lu, apprécié et aimé. Tout d'abord, ce livre nous laisse un peu penser à la vie que la plupart des jeunes se façonnent dans leur conscience. Comme le dit l'éternelle victime Adama, je veux faire fortune. De plus, les parties sont liées et à force de lire, on se met parfois dans la peau du personnage principal qui semble traverser des moments de solitude, de haine, de satisfaction, de manque d'entourage et de soutien. Ce qui revient à la phrase qui commence le livre, celle de William Shakespeare. Nous sommes faits de la même matière que les rêves. À mon avis, en écrivant ce roman, l'auteur veut faire réfléchir les jeunes sur leurs rêves, car l'homme est perpétuellement confronté à son destin. Le deuxième point sur lequel l'auteur s'est accentué est la naïveté d'Adama, qui s'est laissé emporter par Viciento, son mentor, et son objectif de vouloir faire fortune. La vie de ce jeune Adama a été très mouvementée, mais il a néanmoins respecté toutes les promesses qui s'étaient faites, même s'il est passé par un mauvais chemin. Il a essayé de combattre le mal et est devenu plus répugnant même que ce qu'il a combattu auparavant. Alors, après réflexion, ce livre montre les réalités que l'on vit, car la plupart des jeunes coupent les ponts avec leur pays natal jusqu'à ce qu'ils vieillissent pour venir être perçus comme des étrangers dans leur propre demeure, comme Adama dans ses derniers souffles. À mon avis, ce livre devrait être perçu comme un modèle, car il est l'un des ouvrages écrits par une étudiante dans l'une des universités sénégalaises et qui sait bien ce qui grille le cerveau des jeunes Africains. Ainsi, comme l'a dit Chon Nyan,
Pour propulser vers le sommet, nous devons transformer nos peurs en pouvoir et nos rêves en réalité. Et je crois bien que l'étudiante écrivain Ndeye Marie Aïda Ndiéguène a pu appliquer cette phrase contrairement à moi. Je vous remercie. Alors, je voudrais remercier le groupe ID et les IM ambassadeurs parce que cette expérience a été une expérience très déterminante pour moi. J'ai vraiment adoré venir partager mon expérience et je les encourage parce qu'ils font un travail énorme, parce qu'ils investissent dans un domaine qui est le domaine de l'éducation, qu'ils ont à cœur d'aider les élèves, qu'ils entrent dans les écoles, qu'ils parlent des problèmes qui se passent dans les écoles. Et j'aimerais beaucoup les encourager et j'aimerais que vous les suiviez parce qu'ils vont faire du bruit, ça c'est sûr. Alors, bonsoir tout le monde, je m'appelle Hassan Poulsek, je suis étudiant en droit et je suis là pour représenter un peu les élèves de Sacré-Cœur qui sont venus soutenir Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. En réalité, Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, c'est pas une surprise qu'elle soit là ce soir parce que, en fait, même moi, elle m'a beaucoup inspiré dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, je suis étudiant en droit alors que j'ai fait un bac scientifique. Je crois que là, ça prouve à quel point elle m'a inspiré. Et je peux vous dire que quand vous faites un débat avec Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, eh ben, c'est vous qui vous retrouvez dans la situation du lion en cage. Vraiment, vous êtes un lion en cage. Alors, franchement, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la force de venir parler, c'est qu'il y a une question qui me taraude. En fait, quand j'ai vu le discours de la mère de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, et lorsqu'on voit qu'elle a de qui tenir, je me suis rendu compte et j'ai été emporté par l'histoire, la trame de l'histoire. Alors je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut parler de lion en cage dans une histoire aussi qui peut nous transporter aussi facilement? Alors je veux savoir ce soir, Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, pourquoi est-ce que tu parles de lion en cage? Merci. Merci Hassan. Hassan, c'est un camarade de classe que je connais depuis très longtemps au Collège Sacré-Cœur. C'est vrai qu'on avait l'habitude de débattre. On a eu des sujets de débat. C'est vrai que c'est difficile de battre Hassan, mais bon, nous deux, ça a été toujours ça, conflictuel. Des débats à n'en plus finir. Alors, pourquoi je parle de lion en cage? Parce que le lion en cage, comme l'a dit ma mère, c'est une métaphore. C'est l'homme et la société. L'homme est toujours enfermé dans une cage, quels que soient les choix qu'il fait. La société nous dicte des normes, des lois, des règles que nous devons respecter. Et cette cage, c'est la société. Quelle que soit la dimension de la cage est là. Donc, je ne sais pas, Hassan, tu vas débattre avec moi encore longtemps sur ce thème. Donc voilà, c'est ça, la cage, la société. Le lion, c'est nous les hommes, enfermés dans une cage, enfermés dans des lois, dans des codes. C'est vrai qu'Adama a l'air libre lorsqu'il voyage, lorsqu'il découvre d'autres horizons. Mais lorsqu'on lit en profondeur l'histoire, on se rend compte qu'il est toujours enfermé dans une sorte de chose. Il se pose toujours des questions. Malgré cette sensation de liberté qu'il a lorsqu'il transgresse les règles, lorsqu'il va au-delà des limites qui lui sont posées, à chaque fois la société lui impose le retour en arrière. Un questionnement. Et c'est ça la cage. La cage, elle est là pour nous montrer les limites. Elle est là pour nous montrer ce qu'on ne doit pas franchir. Voilà. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Amadou Martouré. Je suis ingénieur environnementaliste et j'ai connu Ndeye Marie très récemment. On ne s'est pas rencontrés beaucoup de fois, mais j'avoue que je peux juste témoigner que c'est une fille quand même très polie. Parce que même si vous vous rencontrez, vous discutez, elle ne te regarde jamais dans les yeux. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en elle, parce qu'aujourd'hui, il y a de très rares jeunes filles que l'on voit qui ont cette attitude-là. Bon, moi, je voudrais juste peut-être citer un passage du roman qui m'a beaucoup impressionné. C'est au niveau de la page 28, si vous me permettez. Et après, je vais expliquer de pourquoi je cite ce passage-là. C'est quand Adama souffrait légèrement, mais il voulait vraiment savoir ce qui s'est réellement passé. On lui injecta de la morphine pour atténuer la douleur.
Il se remémora encore une fois son enfance. Il se trouva alors au milieu de son village, sur la grande place où trônait un gigantesque fromager, cet arbre d'où émanait dans la nuit une aura mystique. Leur racontait un nombre incalculable d'histoires sur l'arbre, de quoi dissuader tout enfant, curieux et avide de sensations fortes. C'est en ce lieu que le soir venu, jeunes et moins jeunes se retrouvaient autour d'un feu qui grésillait d'impatience, tout comme des petits enfants. Ces derniers étaient excités à l'idée d'écouter les contes et fables qui donnaient vie aux habitants de la brousse et, plus curieux encore, leur conféraient des caractères inhumains. C'est avec stupéfaction qu'Adama, alors un petit garçon plein de malice, découvrit l'intelligence et la dextérité du lièvre, la couardise de l'hyène, le manque d'humilité du lion. Souverain incontestable de la savane, même les vaillants fourmis étaient de la partie. Les contes ont beaucoup participé dans le façonnement de la personnalité. Les personnages du conte portent en eux les qualités et les défauts de la race humaine. Le caractère distinct de chaque personnage permet de voir la différence des attitudes en société. Il appartient donc à chaque membre de la bande de choisir son modèle, sa référence. Ça m'a beaucoup impressionné. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois j'ai entendu parler de ces contes, mais je n'ai jamais eu le réflexe, ou bien même l'intelligence de faire la différence entre ce que voulait dire comment dirais-je, la personnification de ces animaux-là, c'est-à-dire les caractères qu'on donnait à ces animaux et la personne. Moi-même, je me suis dit en lisant ce roman qu'en fait, c'est un enseignement. C'est un enseignement que j'ai eu, qui m'a beaucoup apporté et qui aujourd'hui, peut-être, quand je discuterai avec mes enfants, je pourrai leur expliquer carrément le pourquoi nos aïeux, nos grands-pères utilisaient les animaux de la forêt pour donner des exemples à nous, les personnes. Donc c'est dire que toujours, il y a quelque chose à apprendre. Et merci beaucoup, vous m'avez beaucoup appris. C'est quelque chose de très important pour moi. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Irfan Akobi et je suis une ancienne camarade de classe de Ndeye-Marie Aïda Ndjegen. Bon, on avait l'habitude de l'appeler Ndjegen, donc je suis désolée à tous les membres de la famille ici présents, mais je l'appellerai Ndjegen. Je connais Ndeye-Marie depuis la 6e maintenant. Ça fait vraiment beaucoup d'années. On a vécu d'innombrables aventures ensemble. Et c'est une personne qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Elle m'a énormément inspirée, comme je pense chacun de nous ici aujourd'hui. C'est une personne extraordinaire. Je pourrais rester là pendant des heures à juste donner des compliments sur sa personne. On a fait des maths ensemble et je me souviens qu'à chaque fois, on prenait 1 heure avant nos cours de maths pour discuter sur un fameux banc et manger. On arrivait toujours en retard et notre professeur de maths nous disait « Vous deviendrez grosse à force ». C'est une personne très discrète. On ne l'entend pas souvent, mais lorsqu'elle parle, elle vous submerge. Vous êtes juste... J'ai pas de mots. C'est une personne vraiment magnifique et je remercie Dieu de l'avoir fait rentrer dans ma vie. Et je lui souhaite vraiment d'aller très loin. Je lui souhaite de continuer sur cette voie. Que Dieu la protège, que Dieu protège toute sa famille. Et vraiment, félicitations. On peut se suffire de ces interventions et donc donner la parole à Ndeye-Marie pour le mot de la fin. Alors, pour terminer, je vais dire que je suis très heureuse, très honorée d'avoir écouté, d'avoir entendu tous ces témoignages sur moi, d'avoir senti que mes écrits ne sont pas vains, qu'ils sont lus, parce que l'objectif d'un écrivain, au fond, c'est de toucher les autres, c'est d'être lu. Et quand on a certains témoignages d'adultes, de jeunes, de moins jeunes sur son roman, on ne peut être qu'honoré. Et je remercie tout le monde. Je remercie ma mère, mon père, j'ai assez parlé d'eux. Je parle tout le temps d'eux, même à l'université, on me dit
dit mais pourquoi tu parles tout le temps de tes parents? C'est comme si tu ne pouvais pas t'en détacher. Non, je ne peux pas m'en détacher parce qu'ils ont déterminé ce que je suis. Je remercie mon oncle, je remercie tous les intervenants, je remercie mes camarades de classe qui m'ont beaucoup soutenu, qui sont là aujourd'hui. Je sais que c'est pas évident quand on va à l'université, tout le monde se détache, tout le monde est loin. Et aujourd'hui, pouvoir regrouper tout le monde, c'est extraordinaire. Je remercie les membres du Cénacle, des jeunes écrivains, parce que vous m'avez intégré, vous m'avez soutenu, vous êtes là aujourd'hui et je suis très honorée. Je remercie tous mes amis. Combien de remerciements je peux faire? Des milliers, mais aujourd'hui, ma fierté, c'est d'être entendue. Ma fierté, c'est d'avoir ce micro et de pouvoir m'exprimer. Et ça, je pense que si toutes les filles du monde pouvaient avoir ça, pouvaient s'asseoir et exprimer leurs idées, je pense que le monde changerait. Je pense que l'Afrique changerait parce que c'est pas pour être démago, c'est pas pour être féministe, mais les filles, bon, on en a du potentiel quand même. Du potentiel, elle vous aime chaque fois que je prends la parole. Donc, remercier tout le monde d'être là, le Cénacle, les jeunes auteurs, parce que ça se voit qui parle, se révèle. C'est exactement ce que l'on voit. C'est apparemment une dame qui est engagée dans les grands combats, et c'est ce qui ressort, ça, certainement hérité de ses parents. Et remercier donc les gens du Cénacle et donc elle fait partie, parce que quand je vois beaucoup de jeunes qui écrivent aujourd'hui, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et à travers les ouvrages, donc l'ouvrage de Fatou qu'on a vu, le recueil de Azo et bien d'autres, etc. Et cet ouvrage qu'on voit aujourd'hui, ce qui me plaît, au lieu d'avoir des jeunes qui sont insouciants, qui sont là uniquement à s'amuser, nous avons aujourd'hui une génération qui est là, qui dort, comme on le dit, du sommeil des justes. C'est-à-dire c'est des gens, au moment où tout le monde est en train de s'amuser, les gens sont en train de dormir, se réveiller la nuit pour écrire, pour se positionner sur des combats réels de la société. Et c'est ce que Ndeye Marie a fait à travers cet ouvrage-là, dénoncer les travers de la société, recélébrer un certain nombre de valeurs qui sont là, et ça c'est important dans la vie. Mais je voudrais préciser une chose, et je crois que peut-être tout le monde, ceux qui écrivent et les grands écrivains le savent. J'ai compris, peut-être une jeune fille qui écrit à 12 ans, qui a en classe de CM2 déjà lu Senghor, et qui également a goûté à la sauce russe, parce que les écrivains russes, ça, vraiment, c'est le high des high. Et quand déjà une personne fait comme ça, mais un autre aspect extrêmement important pour un romancier ou un écrivain, c'est d'être possédé par l'écriture quand on écrit. Ça, quand vous avez dit que pendant 2 jours vous étiez en train d'écrire sans pour autant vous arrêter, ça c'est la marque des écrivains. Chaque fois qu'ils écrivent, vraiment, parce que le lecteur qui vous écoute, il sait votre sincérité. Quand vous racontez une histoire tout simplement, mais que si vous n'êtes pas possédé par cette histoire que vous écrivez, le lecteur aussi ne sera pas possédé par cette histoire. Mais quand vous écrivez un ouvrage, pendant 2 jours, vous ne parvenez pas à vous arrêter, peut-être même à manger ou à boire, parce qu'il faut, vous avez quelque chose qui est en vous. Je crois que ça, c'est, Adou ne dira pas le contraire. C'est ça la marque des grands écrivains, et je vois quelqu'un de la main certainement pour un niveau. De Samba Diop, Samba Laye. Lébu laa nag bon temps li may jëkk a wax moo di tey sama xol dafa sedd man je suis banquier de formation li may lire bariwul dans notre métier dañu am déformation bu nga xamante ni boo bindee lu bari sax dañ koy xotti sànni fale moi je m'excuse peut-être dinaa def effort lire livre bi ba mu jeex. Khady Ndiéguène bi ngeen ñu dénk nag pour man da ngeen ma ko may man maay papaam wax naa ko papaam gis naa ci moom ay qualité yoo nga xamante ne sama xol dafa sedd dëgg ci famille Ndiéguène loolu nag mënuma toog fii te waxuma ko moo tay dee dis ci man ñun nag dañu nekkoon ci benn association bu ñuy wax les jeunes cadres de Dakar mag ñi nga xamante ne dañu jéem a doon boole di ñuy wax ne valeur yi nga xamante ne moom lañ doon doxale dëkk bi ngeen fexe dellu ci dëkk yooyu ci valeur yooyu ngeen delluwaat ci penc yi parce que dañ naan takk ay karawaat rek di dem ci dëkk bi di comme ni nga wax rek di génn di foyi di dem ak a ñëw mag ñi xool ñu xam ne loolu du wëy te am na héritage bu nga xamante ne
war nañ ko dem a gëstu te loolu pour ñu xam que il faut ñu dellu si penc yi loolu moo tax témoignage yi ma dégg fii xale yi wax ko ñu say nawle di say morom loolu daf ma vraiment indiwaat ci li nga xam ne moom la mag ñi doon wax moo tax dinaa si profiter vraiment sargal sa waa kër yi sa papa yi ak sa yaay yi ndax li ñu bëggoon ñoom dañ ñëw fekk leen si te dama si am témoignage bu mag ndax ndey Xadi sama kër lay fanaan te amul dara lu nga xamante ne wan nag fa lu nga xamante ne lu nit mën a seppi la lu nga xamante ne lu ñuul la loolu nag dama koy sante yàlla di ko sante professeurs yi di ko sante parents yi vraiment andil ngeen ma loo xamante ni xale yépp war na ci inspiré wu dëkk bi xat na jafe na metti na wante nag mënul tax kenn di baisser les bras da ngeen war di gën a góorgóorlu xam ne indi lañ leen dëkk bu nga xamante ne xam-xam kese moo fi nekk mais boo leen fexee ne ba xam-xam boobu vraiment réer boobaa vous allez rater li nga xamante ne mooy yaakaar bi ñu am si yéen ngeen baal ma nag si ni ma ko waxee Adja bi li mu wax xaw ma dëggam dégg ngeen ko mais sas la bu mu leen sas bu nga xamante ne war ngeen gën a góorgóorlu fekkee ma nag madame Ndiéguène bu muy intervenir mais wóor na ma si science boobu la waxee. professeurs yi ñu ngi leen di gën a dooleel di leen gën a góorgóorlu li ngeen wax ci école bi mooy li am dañ leen war a jox seen cër ñun bu ñu proméwul woon ba ñu war a mën a yor ay craie wala mën a dem di analyser compte boobaa du sotti ngoon madame li nga wax war nañ leen ci encourager yéen professeurs yi yéen jàngalekat yi enseignants yi kenn mënu leen fay c'est pas possible. Mamadou sincèrement dañuy faral di échanger mais li ngay wax yépp kenn mënu ci teggi dara téere la ngeen baal ma si ma ko waxee mais il fallait que mu wax ko merci madame Ndiéguène. Je crois que j'ai encore changé de profession parce que merci à tout le monde et on se dit il y a la dédicace pour ceux qui ont acheté l'ouvrage, il va de presque 17 000 francs pour ceux qui n'ont pas encore acheté. Donc on est là, on est peut-être une heure comme ça,